les organisations en lien avec le travail. Quel est le poids actuel des syndicats en Suisse et dans le monde? Que faire pour lutter contre le phénomène des working poors, le phénomène qui désormais touche les pays dimanches, dont la Suisse? Comment accueillir au mieux l'IA dans le monde du travail? Alors, à quelques jours de la journée mondiale de la justice sociale, ce sera le 20 février, sous l'égide de l'ONU. Merci Blaise Matet, merci Pierre-Yves Maillard de nous avoir rejoints pour répondre aux questions que moi-même et Louise Avaline, que j'invite à rejoindre et que je remercie pour l'organisation de ce débat, allons vous poser pendant environ 3 quarts d'heure. Et puis ensuite, madame, monsieur, ce sera à vous dans la salle, mais aussi en ligne, de faire part de vos questions à Blaise Matet ou Pierre-Yves Maillard. Alors, évidemment, l'actualité aujourd'hui, c'est ce renouvel acteur explosif de la scène géopolitique, économique et sociale. Alors, ce sont évidemment les premières décisions de Trump qui inquiètent et qui ont déjà des conséquences. Et ce que nous souhaitons savoir, c'est comment vous, en vos titres et fonctions, sont impactés de manière directe ou indirecte, à la fois par les décisions que le nouveau président américain a d'ores et déjà prises, mais aussi par ce vent d'ultralibéralisme qui fait souffler sur la scène internationale. Pierre-Yves Maillard. Bonjour à toutes et tous, merci de l'invitation. Alors bon, effectivement, on vit des moments spectaculaires là. Alors par rapport au travail, il y a à la fois l'écume, disons, il y a tout ce qui agite au fond le monde des médias et puis les réseaux sociaux et tout ce qui nous paraît vraiment aujourd'hui s'agite de plus en plus autour de ce phénomène politique qui s'incarne dans la personnalité de M. Trump, mais aussi de Milei en Argentine ou d'autres en Europe. Il y a ça, et puis il y a aussi pour nous quand même des données fondamentales qui montrent que ce monde ne change pas tant que ça, ou qu'il évolue en tout cas pas dans le sens d'une désaffection du travail, d'une réduction du travail salarié. Le sujet dont on doit parler aujourd'hui, c'est le travail salarié, c'est ce qui nous est proposé comme sujet. Eh bien, on est dans un âge d'or du travail salarié, au sens en tout cas quantitatif. Qualitatif, la vision sera peut-être un peu plus nuancée, mais on n'a jamais eu autant de salariés qu'aujourd'hui dans le monde. Je prends un seul chiffre. En Suisse, le taux d'emploi salarié, le taux d'emploi d'activité, disons, pour un revenu du travail au début des années 90 était d'environ 90% pour les hommes et d'environ 70% pour les femmes. C'est déjà un niveau élevé en comparaison historique. On est aujourd'hui à un petit peu moins de 90% pour les hommes et à 80% pour les femmes. Donc ça veut dire que 8 femmes sur 10 de 15 à 64 ans sont actives dans le marché du travail, essentiellement sous une forme salariée, et 9 hommes de 15 à 64 ans sont actifs sur le marché du travail, essentiellement dans une fonction salariée, et c'est le taux le plus élevé de l'histoire de notre pays. Et c'est le cas dans la plupart des autres pays du monde. Donc le volume de travail salarié est absolument immense, et ceci malgré l'industrialisation, l'informatisation, la digitalisation, toutes ces choses dont on avait dit quand elles sont apparues qu'elles feraient disparaître le besoin de travail. En réalité, ce qu'on constate sur le fond, c'est que ce besoin de main-d'œuvre est aussi élevé est plus élevé que jamais. Avant d'analyser si cet âge d'or va durer, BIT, l'association des employeurs, l'effet Trump. Vous imaginez bien qu'au conseil d'administration, et en particulier avec mes collègues américains, qui ne sont pas forcément des Trumpiens, la discussion a été d'abord de savoir qui serait élu, sachant que si M. Trump était élu, ça allait remettre en question les fondements du multilatéralisme. La démonstration a été faite de manière incroyablement rapide avec le désengagement des États-Unis d'Amérique à l'OMS, c'est tout près d'ici. Ils le savaient, ils en étaient conscients, j'étais avec eux à la fin de l'année passée. Donc on a un premier signal qui est évidemment extrêmement fort. Après, on se demande si ça va atteindre d'autres organisations. Pour le BIT, on s'est évidemment posé la question, pour le moment, on n'a pas de signaux dans cette direction, on a regardé les nominations qui s'opéraient, mais tout ça méritera d'être revu au prochain conseil d'administration. Ce qui me paraît essentiel de retenir dans cette phase, c'est qu'il y a une atteinte au multilatéralisme dans son ensemble, aux valeurs
qui sont portées. Si vous pensez par exemple à l'ensemble des conventions internationales dans le domaine du travail, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser qu'il y aura une remise en question, et qu'il y aura probablement une remise en question des autres instruments, des recommandations, ou tout simplement un certain nombre de documents qui sont fournis. Je ne parle même pas de l'aide sur le terrain, qui est un élément extrêmement important au PID, dont on parle relativement peu, mais c'est la réalité des programmes d'éducation, des programmes visant à permettre aux organisations syndicales, patronales ou syndicats de pouvoir exister, de pouvoir s'exprimer dans les pays. Et c'est tout l'enjeu, puisque nous avons un budget qui va être rediscuté cette année, c'est un budget qui fait l'objet de discussion tous les 2 ans, et qui, il y a 2 ans, ça n'avait pas été facile, mais pour d'autres raisons sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Alors, est-ce que nous allons avoir une position très dure des États-Unis d'Amérique sur ce budget? Est-ce que ça va concerner la part extra-budgétaire? Vous l'avez vu à l'OMS, c'est une part extrêmement importante. Et la part du budget régulier, le budget de fonctionnement d'organisation, on n'en sait au fond rien en l'état, mais c'est clair que les signaux qui sont donnés vont déboucher sur des discussions difficiles et délicates ces prochains temps, tant du point de vue financier que du point de vue de ce que l'on veut promouvoir depuis plus de 100 ans à l'Organisation internationale du travail. Blaise Mathey, vous présentez d'une certaine manière le monde, Eric Maillard, vous présentez d'une certaine manière la Suisse. Dites-nous l'un et l'autre quelles sont les relations, en quoi l'USS est concernée par ce qui se passe international en lien avec le monde du travail. Nous avons un intérêt particulier à une régulation internationale du domaine du travail. L'OIT est évidemment le lieu où cette régulation est produite. À ce titre d'ailleurs, on aimerait que la Suisse se conforme aux règles de l'OIT en matière de liberté syndicale, ce qu'elle ne fait pas, puisque la protection des personnes qui s'engagent syndicalement n'est pas conforme aux minima requis par l'Organisation internationale du travail. On a failli d'ailleurs être inscrit sur une liste noire de l'OIT à ce sujet. On a accepté de suspendre cette inscription pour que la Suisse se donne les moyens de se mettre en conformité par une médiation qui s'enlise parce que les organisations patronales ont demandé la suspension des travaux. On espère pouvoir y avancer efficacement cette année. Donc c'est évident pour nous que l'OIT est une organisation importante. On est aussi actif au sein de la Confédération européenne des syndicats. Dans le dossier des accords avec l'Europe, nous avons d'ailleurs une position qui est absolument soutenue par l'ensemble des syndicats européens. Donc ça veut dire qu'au niveau international, les syndicats, c'est le cas aussi aux États-Unis, c'est le cas ailleurs dans le monde, sont dans une situation où ils ont à se serrer les coudes face effectivement à des offensives politiques qui remettent en cause un certain nombre de droits et un certain nombre de règles multilatérales. C'est un enjeu absolument central dans notre activité. Et à l'inverse, Blaise Mathey, dans quelle mesure pouvez-vous encore vous occuper de la Suisse, de vos points de vue, de vos postes d'observation et d'action internationaux? Je suis vice-président de l'Organisation internationale des employeurs, je suis président pour l'Europe et l'Asie centrale. Ça fait un territoire qui est plutôt vaste, avec des sensibilités qui sont assez différentes d'un bout à l'autre du continent. Donc je m'exprime dans cette qualité, d'ailleurs avec l'autorisation de l'Organisation internationale des employeurs. On fasse un peu attention à ces choses-là, et pas comme celui-ci, souvent cette confusion qui malheureusement me pose des problèmes. Je rappelle que nous avons un gouvernement, et c'est ce gouvernement qui va exprimer la position de la Suisse. C'est l'Union patronale suisse qui exprime la position des employeurs suisses. Des fois, ils me demandent de faire le relais, mais la plupart du temps, je leur demande de bien pouvoir se déterminer, y compris sur la question du droit de grève, de sa conformité ou pas, les sanctions qu'on peut avoir à l'égard des syndicalistes, existent-elles ou pas. Ça fait 20 ans qu'on est dans ce débat, M. Maillard, effectivement, ça va peut-être reprendre. On verra. Je sais que vous avez eu de nombreuses discussions à ce sujet, qu'elles n'ont pas abouti. Enfin, pour le moment, je ne veux pas préjuger de l'issue de cette affaire. Et puis, la fameuse liste noire, eh bien, on verra si la Suisse, si je trouve que ce n'est pas vraiment une liste noire, c'est des mécanismes qui existent à l'Organisation internationale du travail, qui sont des mécanismes de régulation. Et pourquoi on a des mécanismes de régulation? Au fond, parce que si on signe des conventions internationales, il faut bien qu'on prévoie un système. Il ne s'agit pas d'un système judiciaire, il ne s'agit pas véritablement de sanctions, mais d'un système qui permette d'en assurer l'effectivité. Là, on n'est pas très loin du débat européen, M. Maillard. Tout ceci est également prévu, et de manière à mes yeux assez sensée, dans les discussions qu'on a eues avec l'Union européenne, contrairement à ce que je dis tous les jours,
quelque bord que ce soit, regardez les conventions internationales, regardez les traités, vous verrez que vous avez des mécanismes de cette nature. Ou alors, on signe des papiers, puis on se dit, il n'y a rien derrière, on laisse aller. Et ce n'est pas dans l'intérêt des employeurs comme des employés. On a intérêt à avoir un cadre qui soit un cadre homogène au niveau mondial. Il y aura toujours des différences, bien entendu. Et je rappelle une chose qui est très importante, elle n'est souvent pas comprise, elle débouche sur des critiques des organisations d'employeurs, mais la Convention de Philadelphie dit clairement que le travail n'est pas un bien marchand au sens ordinaire du terme. Et c'est la raison pour laquelle nous avons des dispositifs qui sont différents dans le domaine du travail. Mesdames et messieurs, le patronat a accepté, n'a pas remis en question ce principe fondamental, d'où découle l'ensemble des conventions, d'où découlent les mécanismes de régulation. Alors que ce soit clair, en l'état, et à moins que les États-Unis d'Amérique changent de monde et essaient de créer de nouvelles organisations, le patronat au niveau mondial s'en tiendra aux principes fondamentaux qui gouvernent l'Organisation internationale du travail et évidemment les conventions qui en découlent. Merci pour ces précisions. Institution que vous représentez tous les deux. Monsieur Maillard, vous êtes considéré l'homme le plus influent de Suisse, un deal maker. Quels sont, au fond, les défis aujourd'hui que les syndicats doivent relever sur le plan non seulement national mais international? Et puis, effectivement, est-ce que ces syndicats ont encore un point important à jouer? Alors, je crois que les syndicats ont un rôle en ce moment absolument historique à jouer. Je m'explique. J'ai dit au début qu'il y avait un contraste entre la réalité de l'extension du travail, notamment du travail salarié dans le monde et dans la vie des gens, et puis sa prise en compte, disons, politique. On voit qu'on a vécu ces 3-4 dernières années à peu près partout dans le monde un appauvrissement des salariés, des travailleurs, des travailleuses. Les salaires réels, c'est une évidence, ont reculé pour la première fois dans beaucoup de pays depuis la guerre. Donc on est dans une situation où c'était arrivé parfois pendant une courte année, et puis pour des fractions de pourcents. Maintenant, on est, par exemple chez nous, à un cumul d'à peu près 3% de recul des salaires réels. Donc c'est simplement l'évolution des salaires nominaux par rapport au coût de la vie. Et encore avec un coût de la vie qui est calculé de manière un peu discutable, puisque les primes d'assurance maladie ne sont pas incluses dans ce coût de la vie. Et puis ce qu'on a vécu en Suisse, on l'a vécu encore davantage dans beaucoup d'autres pays, où l'inflation a consommé du pouvoir d'achat de manière absolument spectaculaire. Donc on a un appauvrissement généralisé du monde du travail au moment où le volume de travail est plus important que jamais. Et donc dans cette tension-là, on est dans une situation où il y a besoin d'une combativité, d'une revendication syndicale, et on constate que là aussi, même si ce n'est pas toujours très visible, ça commence à venir, notamment aux États-Unis. L'an passé, les États-Unis ont connu une série de mouvements sociaux absolument impressionnants, avec des succès à la clé. Je pense par exemple à l'industrie automobile, où les salariés des grandes compagnies d'industrie automobile ont conquis pour le prochain contrat une croissance des salaires de l'ordre de 35%. Ils avaient dit, lors du dernier contrat, les dividendes ont été augmentés de 40% et les salaires ont stagné. Cette fois, c'est le tour des salariés pour la prochaine période. Ils ont exigé 40%, ils en ont obtenu 35% au moyen de grève, ce qui pour les États-Unis était quand même un renouveau important, avec également un renouveau de la méthode syndicale, des élus syndicaux qui ont été changés. On a eu évidemment aussi dans le domaine du cinéma, une grève importante. Il y a un retour en force du mouvement syndical aux États-Unis qui passe un peu en dessous de cette trumpisation politique. Et c'est, je pense, à quelque chose auquel on peut s'accrocher comme signe d'espoir. En Suisse, on a obtenu notre première grande victoire politique en termes de succès de l'initiative populaire. C'est la première fois qu'une initiative de l'Union syndicale suisse touchant un domaine central de la politique sociale, c'est-à-dire l'ABS, a été acceptée de manière très, très nette quand même. Donc je crois que politiquement, on a montré qu'on était capable d'influencer les choses. Donc j'ai espoir que ce mouvement syndical, qui est également très vivant dans les pays comme l'Italie, comme
l'Allemagne, comme la Belgique, où il y a des tendances politiques qui vont un peu dans l'autre sens. Là, sur le terrain syndical, on voit une force qui reste réelle. Toute la grande question, c'est comment les forces politiques traditionnellement proches des syndicats retrouvent le chemin des préoccupations concrètes du monde du travail. C'est le grand défi du Parti démocrate aux États-Unis, c'est aussi le grand défi de la social-démocratie européenne, parce qu'on a besoin d'un débouché politique. Sinon, effectivement, c'est difficile. On a commencé à parler il y a une dizaine d'années, ou même presque 20 ans, d'ubérisation de la société avec l'apparition de toute une série de métiers qui, a priori, de nouveaux métiers qui ne font pas partie ou qui ne sont pas dans la sphère des syndicats historiques. Où en est-on maintenant? Est-ce que ces métiers nés de ce qu'on appelle toujours l'ubérisation de la société, aujourd'hui, sont représentés dans les forces syndicales? Alors, je dois dire que du côté syndical, les défis qui sont posés à nous, c'est d'arriver à organiser le monde du travail hors des champs traditionnels. Et ce défi, on le connaît depuis longtemps. Il a en partie été relevé, par exemple, par le syndicat UNIA, qui a réussi à organiser dans le secteur tertiaire, dans la vente, dans la restauration, on avait déjà un syndicat, mais notamment dans la vente, dans le secteur tertiaire, on a maintenant une base syndicale. Le secteur tertiaire est désormais le principal secteur en nombre de l'UNIA. Par contre, ce qu'on n'arrive pas à faire, et ça c'est un grand enjeu du futur, c'est de pouvoir davantage réguler, discuter des conditions de travail collectivement. On n'a pas de convention collective de travail de force obligatoire dans la vente. C'est un secteur qui est très féminin, qui est mal payé, qui est exposé à toute une série de tensions avec les nouvelles technologies, comme vous l'avez dit. Il y aurait donc toutes les raisons d'avoir une convention collective de force obligatoire. Mais on n'y arrive pas, notamment parce que du côté patronal, il n'y a pas la volonté qu'on a connue. Monsieur Matet, c'est dans la discussion préalable avant la discussion, quelqu'un faisait écho à la période de paix du travail qui a commencé à la fin des années 30, où le patronat, alors c'est vrai que ça correspondait à une période historique, mais le patronat avait le désir de s'organiser et d'organiser dans un dialogue et dans une négociation collective les conditions de travail, notamment pour éviter que l'État le fasse. C'était l'un des enjeux. Je dois dire que depuis quelques années, on sent une méfiance, évidemment toujours à ce que l'État se mêle des affaires de travail, mais aussi à ce qu'on discute collectivement entre organisations de ces conditions de travail. Et ça rend ce développement difficile, c'est un défi pour les syndicats. C'est la même chose dans toutes les économies de plateforme, dans tout ce qui est logistique. Là aussi, on a tout un développement d'emplois précaires, difficiles, où on aimerait pouvoir réguler les conditions. Dans la logistique, peut-être qu'on arrivera à quelque chose, mais ces progrès sont là. Monsieur Mathès, vous souhaitez réagir, et puis aussi, quels sont vos défis à vous, les défis de l'OIT, parce que vous avez au fond un double défi, puisque l'OIT est constitué de trois piliers, le patronat, le syndicat et les États. Donc vous, lorsque vous négociez, vous êtes considéré aussi un très bon négociateur et un homme de consensus. Comment est-ce que vous vous situez par rapport, je dirais, à cette double focale, négocier avec les syndicats par rapport au travail et aussi avec les États? Oui, la particularité de l'OIT, elle est unique dans le système ounusien, vous le savez, vous êtes ici des gens qui connaissez l'organisation, c'est d'être tripartite. Et je dois dire que ça crée une ambiance très particulière, car quand vous avez des partenaires autour de la table qui ne sont pas que les États, mais les syndicats, le patronat, ça perturbe beaucoup les hauts fonctionnaires et diplomates qui viennent de l'organisation. Moi, j'ai vu le renouvellement du conseil d'administration cette année, et tout d'un coup, des gens qui étaient un peu perdus en se demandant quels étaient ces oiseaux du syndicat et du patronat qui étaient là, et qui osaient s'exprimer sur un certain nombre de propositions, si vous êtes d'accord ou pas, en parfois d'ailleurs, des discussions très très longues. Donc la particularité de ce monde du travail, c'est effectivement de faire participer syndicats et patronat. Je pense que c'est un atout énorme, et je rappelle que le thème d'aujourd'hui, c'est le travail décent. La quatrième composante du travail décent, c'est le dialogue social. Donc nous, l'Organisation internationale des employeurs, nous favorisons, nous cultivons ce dialogue au niveau mondial. Et je dois dire que j'ai avec mes collègues les syndicats, malgré les tensions qui peuvent être vives,
des relations tout à fait correctes. Je tiens à le souligner, ça n'est pas forcément facile, ça peut durer très longtemps durant la nuit, ça peut faire l'objet de séances supplémentaires. Bref, oui, d'accord, c'est dur. Le consensus, ce n'est pas la compromission, c'est quelque chose qui fait qu'à la fin de la discussion, vous êtes prêt avec le texte qui vous est proposé, sans que vous ayez forcément été d'accord sur tout, mais vous considérez le résultat comme acceptable. C'est ce qu'on dit plus assez pour la Suisse. Le consensus n'a jamais été nous. Le consensus, c'est le travail de gens qui s'investissent beaucoup pendant des heures. On n'est pas là autour de la table, nous disons, voilà, on commence, puis on signe. On m'a fait d'ailleurs une fois cette remarque, je présentais le patronat suisse à Lyon, on m'a dit, alors chez vous, de toute façon, vous mettez autour de la table, vous signez, puis c'est terminé. Ben, pas du tout. Pas du tout. Pas plus en Suisse, avec M. Maillard notamment, pas plus en Suisse qu'au niveau international, croyez-moi. Le résultat est le fruit d'un labeur ardu de part et d'autre. Alors oui, on négocie au niveau mondial, comme on négocie au niveau local, comme on négocie au niveau international. Le problème qu'on a actuellement, et je suis aussi trésorier de l'Organisation internationale des employeurs, mesdames et messieurs, c'est l'existence des organisations, qu'elles soient patronales ou syndicales. De ce côté-là, les syndicats fonctionnent toujours mieux que le patronat. Vous savez, ils ont une sorte d'esprit de solidarité qui fait qu'au niveau financier, M. Maillard et ses collègues sont moins stressés que les autorités quand ils doivent boucler ses budgets. Pour ajouter à cela la force du franc suisse maintenant, la remise en question par l'administration américaine et par d'autres d'un certain nombre de principes fondamentaux qui pour le moment avaient cours, et vous dites que ça va être compliqué de continuer à motiver dans le monde des organisations patronales pour être de l'autre côté du dialogue social. Et c'est ce que nous voulons. Et ce dialogue social, il suppose quoi? Il suppose, à l'instar de la Suisse, que l'organisation syndicale, comme l'organisation patronale, soit indépendante du pouvoir politique. Je rappelle qu'on a connu la période soviétique où il fallait faire des conférences en scindant les gens de manière à ce qu'on puisse avoir un véritable dialogue social. Le combat que nous menons dans le monde, c'est d'avoir des organisations d'employeurs qui puissent favoriser ce dialogue social. Première des choses, et c'est pas évident. Alors bien entendu, dans les pays industrialisés, on a une tradition. Et ça fait que maintenant, les exemples que M. Maillard a cités sont tout à fait pertinents, mais vous allez un peu plus loin dans le monde et puis essayer d'expliquer, soit aux employeurs, soit aux travailleurs, qu'il vous faut une organisation. Mon Dieu, mon Dieu. Puis ensuite, il faut la financer. C'est très, très, très compliqué. Et n'oubliez pas que dans la plupart des pays du monde, ce dialogue social, si présent dans notre pays, qui a évolué bien entendu, mais si présent dans notre pays, il n'existe pas. Et l'organisation qui permet à ce dialogue social d'être défendu au plan international, et par ce biais-là, au plan national et local, c'est l'Organisation internationale du travail par les mécanismes que j'ai évoqués. Donc, voyez bien qu'il nous faut des partenaires, qu'il faut avoir la foi pour maintenir ce partenariat, ce dialogue social. J'y crois personnellement que ce n'est vraiment pas facile tous les jours, et que si les organisations d'employeurs disparaissent, il est clair que le dialogue social lui-même sera en voie de disparition aussi. Donc voilà, je vous témoigne, moi, comme syndicaliste patronal, les difficultés auxquelles nous sommes, nous, confrontés aussi, en tant qu'organisation d'employeurs, parce que souvent dans le monde, on a tendance à penser que ça va tout seul, et puis que les entreprises sont prêtes à financer les organisations. Eh bien non, ce n'est pas forcément le cas, et à l'instar du mouvement syndical qui a de la difficulté à organiser un certain nombre de secteurs, sachez que du point de vue des employeurs, de faire adhérer à des organisations, de faire en sorte que certaines entreprises importantes soutiennent des projets bien précis, n'est vraiment pas facile. La Genève